Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Oui, bonsoir. Merci d'être venus nombreux pour ce qui est un petit peu un sommet de cette programmation autour de la comédie amoureuse américaine, plus que comédie romantique vraiment. Sommet, vous allez voir, je parle plutôt au sens, je parle aussi au sens architectural du terme. La nouvelle affiche ne vous a pas échappé, l'affiche de cette version restaurée. Il va être question de New York et de sa verticalité. Donc là, on est en 1957. Vous savez que dans ce programme, on aurait pu faire tout le programme quasiment, enfin en tout cas jusqu'au milieu des années 60, avec des films avec Cary Grant. Mais on s'est retenu très 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 fort pour mettre un film avec Cary Grant et puis un autre avec Jack Lemmon, voilà, parce que sinon ça serait le programme Cary Grant et la comédie amoureuse. Mais c'est vrai que c'est l'un de ses rôles très importants et que c'est surtout un moment de sa vie, de sa carrière qui est intéressant, puisque à partir de 54, il n'a fait que des films en couleur. Et donc, c'est pas forcément ce qu'on retient cette partie de sa vie, même si il a quand même fait la main au collet en 54, L'amour aux trousses en 55, et puis Elle et lui. Mais c'est vrai que c'est toute cette partie Cary Grant bronzé que moi j'aime bien, mais qui est aussi le début de l'âge mûr, et c'est aussi comment la comédie amoureuse s'empare de cet âge-là, c'est-à-dire des gens qui sont plus des tout jeunes qui se rencontrent, mais qui ont déjà vécu des vies amoureuses, et qu'est-ce qui arrive et quel choix on est amené à faire à ce moment-là de la vie. Alors la particularité de ce film, c'est un film de Leo McCarey, et ce qu'on appelle un auto-remake. Donc c'est lui-même qui avait déjà tourné en 1938 Elle et lui, qui s'appelait Love Affair, mais il n'a pas pu reprendre le titre en 57 pour des raisons vraiment de propriété de studio. Leo McCarey, il est vraiment intéressant. On en entend moins parler que Capra, mais c'est vraiment quelqu'un de très très doué à Hollywood. Et d'ailleurs, Ernest Lubitsch l'admirait. Il était beaucoup plus âgé, mais il l'avait repéré comme étant un très bon de la comédie hollywoodienne. Et c'est quelqu'un qui a commencé pendant l'époque du muet et singulièrement de la comédie slapstick burlesque. Donc je vous laisserai voir ce qu'il en reste dans ce film-ci, beaucoup plus tardif et en couleur. Mais c'est vrai qu'il avait ce sens du burlesque qui passe par le geste. Il a fait plus de 300 petits films. C'était les 2 bobines à l'époque, 15-20 minutes, mais que ce soit Charlie Chase, des Laurel et Hardy, puis il a même plus tard fait Dog Soup avec les Marx Brothers, mais c'était déjà plus dialogué, c'était déjà plus basé sur le dialogue, et c'était moins ce qui lui-même l'enchantait le plus. Donc il avait toute cette formation, il a commencé à travailler au début des années 20, et puis donc en 1938, il a signé ce film Love Affair avec Charles Boyer et Irene Dunne. Irene Dunne qu'on aurait pu voir si on avait passé Cette sacrée vérité, également de Leo McCarey avec Cary Grant 1937, et qui est une sorte de film du remariage assez parfait, puisque c'est l'histoire d'un couple qui divorce et à qui la loi donne 90 jours pour se rétracter, qui n'arrête pas de se disputer, etc. Donc c'était parfait aussi pour ce programme, mais il y en a tellement qu'on n'a pas pu tout vous montrer, donc on a choisi celui-ci. Love Affair, qu'il tourne en 1938, c'est un film qui finalement va lui plaire, va être un succès, mais lui-même il va trouver que c'est le film qu'il préfère avoir fait, et du coup en fait presque 20 ans après il décide de retourner ce film-ci, non pas pour le corriger vraiment, mais parce qu'il l'a aimé et qu'il se dit que la nouvelle génération de spectateurs, donc 20 ans après, ne le connaît plus, ne l'a plus vu, et puis surtout que maintenant il y a le format large, la couleur, et aussi d'autres acteurs, dont Deborah Kerr. Alors je crois qu'on dit Kerr et non pas Kerr, K-E-2-R, ou K peut-être, mais en tout cas ça m'arrangerait qu'on dise Kerr en l'occurrence, et qui est une autre actrice d'origine britannique, puisque vous savez que Cary Grant aussi venait d'Angleterre, et qui, elle, écossaise, et qui a fait toute une carrière au début des années 40, notamment avec Powell et Pressburger, et puis qui ensuite est allée à Hollywood et qui avait déjà aussi toute une carrière. Et c'est quelqu'un d'intéressant parce que c'est à la fois une sorte d'élégance britannique et en même temps quelque chose de très doux, très sensuel. Et voilà. Et ce sens de la modulation-là, c'est ça qui nous a intéressés dans ce film, à savoir comment est-ce qu'on passe d'une comédie pleine d'esprit, très tranchante, à un autre genre, plus mélodramatique, mais de façon très très douce. Donc je vous laisse
découvrir. J'espère que le film vous plaira et puis que vous resterez un petit peu pour un échange après. Bon film. Bon, un petit peu de temps là pour remonter ou redescendre, je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que je commence ou est-ce que vous voulez... Peut-être... je vous parlais de Cary Grant avant le début. En fait, c'est l'une des différences avec le film de 38, avec Boyer, dont peut-être je pourrais vous montrer un extrait tout à l'heure. C'est pas un film très différent de celui-ci. Mais Cary Grant n'était pas habituellement associé au mélodrame, on peut dire, on peut employer ce mot, je crois, puisque c'est ce à quoi on assiste au cours du film, à savoir un glissement dans le mélodrame, on va en reparler, de la comédie, disons presque screwball dans le mélodrame. Et c'est vrai que Cary Grant était plutôt associé, justement, avait une persona d'acteur comique, et c'est l'un des enjeux du film que de le rendre crédible dans ce rôle-là, et notamment dans la dernière scène. Vous remarquerez cependant que dans cette très longue dernière scène, il y a cette réplique qui est en fait, quand on y réfléchit, assez drôle, à savoir si tu peux peindre, je peux marcher. Si on y réfléchit, elle peut avoir plusieurs sens, mais il y a un sens qui serait assez sarcastique, à savoir que si même toi, tu es capable de devenir peintre et de vendre tes peintures, alors un miracle est possible et je peux remarcher. Évidemment, elle est jouée de manière très subtile, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cet humour, et d'ailleurs il rit, on voit un plan sur lui et il rit, et en même temps, elle comporte autre chose, à savoir effectivement le miracle, sérieusement, de l'amour, à savoir que tout est possible à nouveau, tout était rendu impossible à partir du rendez-vous raté, et que effectivement tout va être possible, et à la limite peu importe qu'il ait rempli ou non le contrat d'avoir réussi à être un peintre qui peut travailler, qui peut s'occuper d'elle, etc., financièrement. Donc je dirais jusqu'au bout du film, il y a une prise en compte du fait que vous mettez Cary Grant dans un film, vous mettez de la distance, vous mettez une distance comique, c'est en tout cas ce que trouvait Léo McCarey, et c'était quelqu'un qui savait tout à fait ce qu'était le comique, il avait beaucoup travaillé sur des comédies, je vous le disais depuis le burlesque au début. Alors peut-être cette veine comique, vous l'avez sentie dans toute la première partie, et notamment je vous disais qu'il venait du muet. Alors c'est vrai que le film est très dialogué, et qu'il y a tout ce plaisir de la conversation et de la séduction qui se noue sur le bateau, sur le transatlantique. C'est presque un sous-genre même de la comédie amoureuse, à savoir on est à un moment dans une parenthèse dans cette traversée entre l'Europe et les États-Unis. Mais si on y pense, l'aspect quasiment muet, et moi c'est l'une des choses que j'aime dans le film, c'est-à-dire le soin qui est apporté dans toute cette partie entre guillemets comique, en tout cas de séduction, à tout ce qui pourrait relever de l'infra-langagier et tout ce qui est gestuel, par exemple, tous les gestes, notamment les gestes de main, quand il commence à faire le geste du piédestal qui ensuite retombe avec le temps, mais aussi, et là c'est pour ça qu'il y a vraiment tout ce basculement, mais très très doux, vers l'intrigue plus mélodramatique, tout ce qui se passe quand il se quitte, une fois arrivé à terre, avec le gant. La façon dont il embrasse sa main à lui, puis qu'il dépose sur le gant et qu'elle ensuite met son gant à sa bouche. Donc, y compris donc, cette gestuelle qui vient du comique, elle est transformable par McCarey ensuite en gestuelle amoureuse et assez poignante, je trouve. Et puis, il y a un autre aspect qui serait avant même le dialogue de séduction. Donc comme si on était encore dans les possibilités du cinéma muet, c'est tout le travail de composition. Et je vous l'ai dit, il l'avait fait en 1938, ce film, il n'y avait pas encore le cinémascope, et là, il profite de ce format large, à savoir, il y a des jeux très très graphiques
avec la composition de l'image. Vous vous souvenez, le plus frappant, bien sûr, c'est quand ils dînent tous les deux, sans savoir à leur table chacun qu'ils sont dos à dos, et ils sont séparés par une espèce de cloison que l'on voit au milieu de l'écran. C'est quasiment un faux split screen. Enfin, on a vraiment un écran divisé comme ça, avec cette symétrie. Alors, ça s'est arrivé même avant, ces jeux graphiques sur les lignes, quand ils se rencontrent pour la première fois, et qu'elle apparaît derrière le hublot. Or, il y a tout un travail de symétrie dans le film, symétrie, je le disais, dans l'image, mais symétrie aussi d'une partie du film à l'autre. On pourrait dire avant, après le basculement, il va falloir le situer, ce point de basculement, mais c'est peut-être pas le plus important de le situer. Symétrie y compris, donc quand je disais qu'elle apparaissait dans le hublot au début, la première fois qu'ils se rencontrent, vous voyez bien qu'il y a ce plan, il est repris vers la fin. Vous voyez à quel autre plan je veux penser, la couronne de Noël, et puis c'est Cary Grant qui apparaît derrière. C'est évidemment ces espèces de travaux, c'est une sorte de broderie en fait, c'est une sorte de dentelle, c'est pas pour rien qu'il y a de la dentelle aussi dans le film, qui marque aussi des points temporels. Hein. Il y a ces 6 mois, le rendez-vous des 6 mois. On commence finalement à Noël, sur le bateau en fait. On comprend qu'on est fin décembre, puisque le rendez-vous dans 6 mois est le 1er juillet, ou début janvier. Et puis il y a les 6 mois jusqu'au Noël prochain. Et c'est vrai que le film est très marqué sur ces questions de symétrie. Il y a bien sûr aussi tout le travail, toujours dans la composition, de reflets, de miroirs, etc. Et notamment, là encore, en symétrie, vous avez, vous vous souvenez, ce très très beau plan, qui est un petit panoramique qui recadre juste la fenêtre de la porte-fenêtre quand elle sort sur le balcon, quand ils habitent avec son compagnon quasiment, tout près de l'Empire State Building, et qu'on voit se refléter l'Empire State sur le bord intérieur de la fenêtre. Et donc on a dans le même cadre, non pas en champ contre champ, quelqu'un qui regarde le monument et puis ensuite le plan sur l'Empire State, mais elle-même à côté de l'Empire State. Et vous voyez à quel moment ce plan va être repris, à la toute fin, puisque on ne voit pas le tableau qui est accroché chez elle directement, on le voit sous la forme d'un reflet dans un miroir à côté de lui. Donc là encore, c'est lui à côté du tableau. Et c'est par ces touches qui sont pas forcément, enfin qui sont à la fois qu'on perçoit, mais qu'on n'associe pas forcément, et qui sont, je trouve, très très fluides dans la coulée du récit, que quand même, je trouve, se tisse quelque chose de très fort entre la partie comique, ou en tout cas la partie qu'on connaît un petit peu de comédie romantique, et puis ce glissement vers le mélodrame. Alors, je disais le basculement, alors on pourrait dire, dans le genre mélodramatique, bien sûr, ce qui caractériserait le moment mélodramatique, c'est évidemment la chute qui se produit hors champ, je veux dire la chute, l'accident de voiture. En réalité, me semble-t-il, on pourrait dire c'est là où voilà, ça devient tragique puisqu'ils ne pourront pas se revoir, etc. Sa vie change à elle. Bon. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout au long du film tout un travail, je le disais un petit peu avant, sur la verticalité. Hein, c'est pas un hasard si c'est New York, le rendez-vous au plus près du paradis, le plus proche qu'on ait, en tout cas à l'époque, c'était la plus haute tour à New York. Et tout ce travail sur la verticalité, et puis sa chute à elle, le fait qu'elle ne puisse pas monter. Elle ne peut pas monter au lieu de rendez-vous, et elle reste non seulement à terre, mais grounded, hein, comme on dit en anglais, à partir du moment où elle ne peut plus marcher, et on la voit dans énormément de plans à l'horizontale. Donc il y a cette sorte de perte de la possibilité de s'élever, et comme avant, la verticalité de la ville était associée à l'amour absolu, à l'idéal amoureux, voilà, on a effectivement une chute à partir de ce moment-là. En réalité, il me semble peut-être plus intéressant de situer le point de basculement justement à un sommet géographique, à savoir dans cette parenthèse, mais assez longue, cette scène, cette très longue séquence chez Janou, la grand-mère. Alors je serais assez curieuse de savoir ce que vous avez pensé
cette séquence, parce que certaines personnes, je crois, la trouvent un peu... Enfin, pour certaines personnes, ils l'aperçoivent comme une sorte de limite de mièvrerie. Donc, est-ce que ça va trop loin dans une forme de... Voilà. Alors, je vous dis juste en quoi je trouve que c'est le véritable point de bascule du film. Justement parce qu'il y a cette élévation. Sauf qu'on est sur le mode comique. Vous vous souvenez quand il dit « Ah, c'est tellement beau en bas ». Ah oui, mais vous connaissez la blague. Si c'est tellement beau en bas, pourquoi vous montez, hein. Et donc elle dit ça quand ils sont dans la calèche en train de monter à la maison de Janou. Et puis donc cet espace, elle l'appelle quand même un paradis. C'est un paradis ici. Donc là encore, symétrie avec l'Empire State. Alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce sommet ? Je trouve quelque chose de plus intéressant que simplement de s'apercevoir que, enfin c'est déjà pas mal, mais s'apercevoir que ce type qui est le séducteur, le Casanova, bon, qu'on a très bien repéré, pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a la persona de Cary Grant, acteur, et de tous ses rôles qu'il a fait avant, donc on voit très bien le genre de playboy qu'il est, hein. Évidemment c'est aussi Cary Grant quelque part, bronzé, enfin bon, tout ça, et que... la visite à la grand-mère, dont il n'est même pas crédible que ce soit vraiment sa grand-mère, pour elle au début, va montrer qu'il a une profondeur, effectivement, il a une profondeur affective, et qu'il est rattaché aussi à la famille, c'est-à-dire pas seulement le couple éphémère, mais quelque chose de plus... voilà, qui regarde aussi vers l'avenir, éventuellement de la paternité, avec le type qui a 7 enfants, bon, etc. Donc oui, il y a tout cet aspect-là, mais il me semble encore plus intéressant que ce soit une scène clé dans le film. Pour moi, c'est la scène au piano qui est la scène la plus importante de ce point de vue-là. Et c'est son rythme, en fait. C'est la lenteur de toute cette séquence qui met un petit peu la puce à l'oreille sur le fait qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors, il se passe très clairement quelque chose pour le personnage de Terry, puisqu'elle le dit elle-même. On voit bien, elle est bouleversée, elle revient embrasser la grand-mère avant de partir. Bon, c'est thématisé dans le film. Mais pendant la chanson au piano, est-ce que vous ne trouvez pas un tout petit peu étonnant qu'il y ait tous ces plans sur la grand-mère qui regarde à droite, regarde à gauche, c'est quasiment la partie de tennis. C'est-à-dire que du point de vue de la mise en scène, au lieu de montrer un chant contre chant entre les amoureux, donc lui qui la regarde, elle en train de chanter, elle a une très belle voix, il y a un sens dans les paroles, etc. On a 3 plans. Ça repasse toujours au milieu par la grand-mère qui regarde l'un et l'autre. Et moi, je me suis vraiment dit qu'à ce moment-là, elle revêtait presque une fonction presque de sorcellerie, cette femme. Donc, non seulement elle est bienveillante envers son petit-fils, elle nous montre une face, des talents que Terry ignorait de Nikki, etc. Mais c'est autre chose. Elle est en train de leur transmettre autre chose. Alors, 2 choses, à mon avis. D'une part, elle est très malicieusement en train de... Enfin, elle trinque, non pas au mariage, vous vous souvenez, non pas au mariage prochain de Nikki, mais à ce que leur voyage de retour soit agréable. Donc, elle déplace ses vœux sur un autre couple, à savoir celui de Terry et Nikki. Donc ça, c'est déjà elle a tout compris. Mais en plus, je crois qu'elle fait vraiment le lien physiquement par son regard et qu'elle est en train de leur apprendre quelque chose sur ce qu'elle a dit auparavant, à savoir il va falloir te construire des souvenirs. Hein. Vous vous souvenez, c'est ce qu'elle dit elle vous voit plutôt, même si c'est en anglais, à savoir Terry qui dit mais c'est merveilleux, je pourrais habiter ici. Non, c'est pas encore l'heure. C'est pas encore l'heure parce que pour habiter ici, il faut d'abord vivre pour pouvoir emmagasiner des souvenirs. Et donc je pense que l'un des thèmes très très importants du film, enfin c'est même plus un thème, c'est ce qui est au cœur du film, c'est celui de la mémoire. Et c'est ça qui est transmis. Alors on peut trouver ça très conservateur, enfin en tout cas Léo Macaré était plutôt de culture, de tradition, enfin il était assez conservateur et aussi catholique. C'est en tout cas, toute cette question de la mémoire, elle est absolument cruciale lors de cette visite. Alors,
pas seulement dans le sens où Nicky devrait se rappeler son éducation, et par exemple, il n'arrive pas à prier. Hein. Vous remarquez dans la chapelle qu'il la regarde elle, ça semble lui rappeler des gestes. Finalement, il est quand même assez étranger à cette expérience de la transcendance, là encore verticalité qui lui est complètement inaccessible. Et puis il finit par faire une espèce de geste, de signe de croix, et après il finit à la fin, le signe de croix finit en cravate qu'on réajuste. Bon. Il n'y a pas de jugement qui est porté sur lui, mais on voit très bien que quelqu'un est en train de se transformer. Et ça, c'est une problématique dans presque tous les films de Léo Macaré. Et on pourrait dire aussi de Frank Capra, parce que je trouve c'est des cinéastes un peu de la même génération, qui ont une même culture, et ça se voit dans leur travail de la comédie et du mélodrame, à savoir un personnage, c'est quelqu'un qui est capable de se transformer, et c'est presque l'enjeu du film. Est-ce que Nicky va changer, va pouvoir changer? Est-ce qu'elle aussi va pouvoir changer, dans le sens où elle va perdre de sa fierté une fois qu'elle est handicapée, hein, c'est-à-dire qu'elle peut se montrer, se mettre à nu. Donc en tout cas, cette question de la transformation possible, mais aussi donc de la transformation dans le temps. Et il me semble que dans ce moment suspendu à Villefranche, en haut, on sort de l'emprisonnement du présent, du moment, à savoir Nicky le playboy, il est dans le pur présent, c'est-à-dire il y en a toujours une nouvelle, l'instantané des photos qu'on prend de lui, etc. Il est dans un présent perpétuel, donc lui il ne se fabrique pas de souvenirs, on pourrait dire, c'est un clou chasse l'autre. Elle, c'est peut-être autre chose, mais on voit en tout cas dans la deuxième partie qu'elle est prisonnière d'une sorte de passé, c'est-à-dire à partir du moment où elle n'est pas allée au rendez-vous, elle se barre aussi les possibilités d'amour. Donc c'est un autre type d'emprisonnement. Et il me semble que la grand-mère, comme ça, au centre, a une sorte de secret, et qui serait un secret lié au bon moment, au temps. Et ça, c'est forcément au cours d'une chanson que ce temps aussi existe. C'est pas un hasard si Léo Macaré était aussi musicien. S'il jouait de la musique sur ses films muets, quand il tournait des films muets pour mettre les acteurs dans l'ambiance, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible au rythme, à la musique, et au fait aussi qu'au cours d'un morceau, au cours d'une chanson, il y a du temps qui s'écoule. Et que dans cette séquence-là, avec la grand-mère qui regarde l'un et l'autre, il me semble que c'est ça, qu'elle est en train de leur apprendre quelque chose sur le fait que, attention, le temps passe. Et là, faites gaffe parce que c'est votre dernière chance. C'est pour ça que je disais c'était un film sur des gens qui ils sont pas âgés, hein, certes, mais c'est pas leur première expérience amoureuse, et ils le disent à un moment, c'est un peu leur dernière chance de grand amour. Et il me semble qu'elle leur fait comprendre quelque chose de l'ordre du temps. Vous vous souvenez que Nicky dit « je peins de mémoire ». C'est bizarre, ça revient plusieurs fois. Je peins de mémoire. Donc il a peint son grand-père, alors que visiblement il était sans doute déjà mort, de mémoire. Et puis il a peint, bien sûr, aussi Terry de mémoire. Et cette idée du peintre qui peint de mémoire, c'est comme une trace, je trouve, mais peut-être vous avez d'autres interprétations, il me semble qu'il y a comme une trace de la possibilité qu'il a tout de même de s'inscrire dans cette continuité temporelle, qui veut dire à la fois le passé, mais aussi l'avenir, éventuellement une famille, etc. Donc c'est comme si la grand-mère dépliait tous les possibles temporels à ce moment-là, puis bon, ensuite ça se replie un peu et ils redescendent, mais il me semble que c'est quand même une scène vraiment clé, qui passe aussi, et c'est l'intérêt de ce film en couleur, le traitement de la couleur par Macaré, en fait assez stylisé, hein, c'est pas naturaliste dans l'utilisation des couleurs. Vous vous souvenez qu'au tout début du film, il y a tout un travail sur le orange. Il y a une espèce de ligne de frise comme ça dans toute la décoration du bateau qui va exactement avec la couleur un peu orange foncé, rouille des robes, souvent de Deborah Kerr. Et puis, il y a les deux. Il y a le orange avec le mauve aussi. Ouais. Les rideaux, tout va avec le bronzage de Cary Grant. Il y a ce orange. Bon, alors on peut dire automne de la vie. Moi, c'est pas ça. C'est pas le symbole. C'est pas le symbolisme des couleurs que je trouve intéressant. C'est comment elles s'articulent au cours du film. Et dans cette séquence de petits idylliques comme ça chez Janou, vous remarquerez qu'elle est à moitié couleur du salon de la grand-mère, Terry, et à moitié blanc.
puisqu'elle a aussi une partie blanche, et que c'est évidemment le châle qu'elle va ensuite obtenir qui sera blanc. Donc il y a tout un travail de la couleur. Et puis quand Nikki revient chez la grand-mère, la façon dont le piano est cadré, par exemple, je ne sais pas si vous y avez pensé, ça fait vraiment cercueil. On a un moment d'hésitation la première fois, avec cette très belle idée, là encore un peu de musicien, que quand on met sa main sur le piano, le son revient en mémoire. Il y a un flashback sonore à partir du moment où... et donc ça, c'est une très grande sensualité, c'est-à-dire que c'est en touchant vraiment la matière. Après, il fait ça avec le fauteuil. Il y a un plan très célèbre de la reine Christine de Mamoulian avec Garbeau, où elle fait comme ça, elle touche tous les accessoires du décor d'une chambre où elle vient de coucher pour la première fois avec un amant, et elle sait que ce sera aussi sans doute la dernière, et elle se frotte. Donc il y a un petit peu de ça là-dedans, donc il y a quelque chose de très, très, très sensuel, mais en tout cas qui, je trouve, rattache tout à coup Nikki à la mémoire, et donc lui donne une épaisseur qu'il n'avait pas auparavant. Bon voilà, comme toujours, je commence à parler, puis après c'est un peu long. Je voudrais bien que vous... Ce qui est intéressant aussi, c'est que... y a un micro. En fait, la salle est assez grande. Ici. Enfin, où je peux répéter, mais c'est mieux d'entendre une autre voix. Merci. À propos du temps aussi et du passage chez la grand-mère, elle dit, Nikki, enfin, je n'ai pas le texte est en tête exactement, mais il a eu une vie un peu légère et qui va payer. Elle craint qu'il paye un jour. La grand-mère dit ça. Ouais. En effet. Paye la facture. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça va être tout le déroulement de la deuxième partie du film. Ce qu'il paye finalement. Alors vous trouvez qu'il paye la facture dans la deuxième partie de sa vie légère? Manière, parce que ce rendez-vous raté, il n'est pas complètement raté, mais il est raté quand même puisqu'elle est handicapée. Ah, donc, alors, ce serait comme une sorte de punition divine qui se serait... Alors, effectivement, je parlais de mélodrame. Il y a des mélodrames dans lesquels c'est encore plus marquant. L'un des traits du mélodrame, c'est comment on appelle ça, soit la coïncidence complètement dingue, enfin, c'est quelque chose qui sort du vraisemblable, de l'ordre de la péripétie invraisemblable. Comme dans certains films de Douglas Sirk. Oui, dans Douglas Sirk, c'est le cas, puisque notamment Le Secret Magnifique, Magnificent Obsession, où le personnage joué par Jane Wyman devient aveugle. Et c'est aussi une histoire d'amour liée à ce handicap et à peut-être son dépassement, soit à travers vraiment la guérison, soit à travers l'amour. On a donc ces éléments, le handicap, l'accident fatal, c'est effectivement la chute, enfin toute cette opposition entre le vertical et l'horizontal, c'est un trait mélodramatique. Il y a un autre trait du mélodrame, outre la musique, qui est étymologiquement mélodrame, c'est drame en musique, mais il y a un autre trait qui est l'excès. C'est vraiment le mélodrame, le mode de l'excès. Et je trouve que Léo McCarell, lui, c'est la particularité de ce film, c'est qu'il y va très très doucement quand même. C'est-à-dire qu'on glisse dedans, et il y a des moments très très intenses, mais c'est très modulé. Et c'est très modulé, y compris, je trouve, dans le jeu des acteurs. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on comprend que cette histoire d'amour va se réaliser, et en même temps, on a du mal à y croire. Et on se demande comment et qu'est-ce qui va faire que ça ne va pas complètement se réaliser. Oui, parce que j'ai senti que quand il repartait, là, quand il repart, avant de tout à coup raconter l'anecdote du tableau qu'il a vendu, etc., j'ai senti, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, qu'il y avait un truc, ça y est, ça va être la fin, et ça va être on peut pas croire un happy ending. Oui. mais si vous voulez, on a, comment dire, enfin moi en tant que spectatrice, je veux croire à cette histoire, je veux qu'elle marche, mais en même temps, lui, il a l'air d'être tellement léger que je me dis, mais bon, est-ce que ça va marcher? Effectivement, elle va exister, cette histoire, puisque c'est plutôt un happy end, mais en même temps, elle est handicapée. Vous gardez un doute, Mais en même temps, elle est handicapée. C'est-à-dire que moi, je trouve que d'une certaine manière, la grand-mère était, pas visionnaire, mais comme vous dites, un peu comme une sorcière qui voit les choses. C'est-à-dire qu'elle voit leur amour se créer dans cette scène de piano qui est magnifique, mais en même temps,
Je pense qu'elle annonce déjà l'ombre dans cette histoire d'amour. Enfin, oui, c'est... Comment dire, il n'y a pas de réponse vraie ou pas vraie, justement. Tout est dans le... on est complètement libre, et j'imagine qu'au nouveau visionnage, on pense une chose différente sur la fin. Mais juste sur le fait qu'il reste quand même quelqu'un d'assez léger. On n'a pas parlé, dans cette scène finale, de l'incroyable conversation qu'ils ont avec cette inversion. Je parlais des miroirs, des symétries qui reviennent dans le film, des inversions. C'en est une, là, dans le dialogue, très importante, quand il dit « Mais alors, jusqu'à quelle heure tu as attendu ?» Ah oui, jusqu'à minuit. Et il y avait ah oui, de l'orage, etc. Et ça, on est presque à nouveau dans la comédie du début, c'est-à-dire qui sera le plus intelligent que l'autre dans les répliques, qui va dire la réplique la plus sarcastique possible, hein, c'est exactement comme ça qu'ils se rencontrent, sauf que c'est infléchi par la tragédie de ce que ça contient, à savoir ce rendez-vous raté. Et nous, le suspense ou l'anticipation du fait que mais quand va-t-il réaliser qu'elle n'a pas pu venir parce qu'elle a eu un accident qui l'a handicapée. Donc ce moment comme ça d'inversion est extrêmement dangereux, j'allais dire, parce qu'on est presque dans le danger de revenir dans la sécheresse comique du type cynique, c'est-à-dire du type qui en a tellement vu que, bah oui, il a cru à l'amour une fois, au grand amour, et ben regardez ce qui est arrivé, elle n'est pas venue. Hein. Donc finalement, il avait bien raison d'être un Casanova avant. Et on sent qu'il est au bord. Il est au bord de dire ça. Il l'avoue quasiment. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important qu'il y ait Cary Grant dans ce rôle-là, parce qu'il charrie vraiment tout ça. Il charrie ce côté quasiment cynique du séducteur et du type qui s'en tirera toujours parce qu'il a la faussette et que voilà, ça marchera. Donc, et, oui. Et nous, jusqu'au bout, on reste dans cette crainte que finalement, ils ne comprennent pas qu'elle voulait aller au rendez-vous. Quoi. Oui, alors ce qui est beau, c'est, vous remarquerez qu'il est en train de se rendre compte de ce qu'il est en train de dire, à savoir, mais alors le tableau, j'ai dit de le vendre parce que la jeune femme était pauvre, mais en plus, elle était et on n'a pas vraiment le mot handicapé, hein, c'est comme l'accident qui reste hors champ, hein, c'est une sorte de zone comme ça. Et quand il est en train de se rendre compte, je sais pas, la façon dont il le joue, il a une sorte de joie d'aller vers la porte. Il n'est pas en train de glisser comme ça, avec une tête déconfite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il est hyper content d'aller ouvrir la porte pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc ça, je trouve ça assez génial, en fait, comme jeu. Est-ce qu'il aura enfin l'explication de son absence ? Oui, en fait, mais d'arriver à transmettre à l'écran une joie en même temps que quelque chose d'extrêmement triste. Parce que c'est aussi s'apercevoir qu'elle est handicapée, qu'elle n'est pas venue pour ça, que comme vous dites, ça va être dur aussi après, c'est-à-dire c'est qu'un début, mais un début difficile. Il y a tout ça. Mais je veux dire, Cary Grant, qui parfois a été accusé de jouer un peu toujours le même rôle, de séducteur, un peu anglais, voilà. Il arrive quand même à charrier une sorte de feuilleté émotionnelle. Et ça, c'est aussi le travail de McCarey avec lui, parce qu'il est très très fort dans les différents registres. Mais, oui, vous disiez vous... Non. Je n'ai pas compris pourquoi il allait dans la chambre à la fin pour voir les tableaux. À quel moment il sait qu'il aille dans la chambre pour voir les tableaux? Alors, en fait, elle habite un petit appartement, oui. Et on comprend parce qu'il lui dit « Ah oui, c'était ça la belle vue ». Donc elle est vraiment descendue d'un cran dans sa fortune, hein, puisqu'elle est plus entretenue. Donc on peut tout à fait se dire que finalement il y a peu de portes, enfin il y a peu de pièces dans cet appartement. Et donc c'est parce qu'il est en train de raconter l'histoire de son galeriste qui lui a dit qu'une jeune femme aimait beaucoup le tableau, l'avait compris, avait été touchée, et qu'en plus elle était 3 petits points, à savoir pauvre et handicapée. Et donc voilà, c'est parce qu'il est en train de se rappeler tout ça qu'il cherche le tableau, tout simplement. Et que le tableau ne peut être que derrière la porte. Mais vous avez raison, parce que le fait même que vous posiez la question montre bien que dans le film, et c'est ça qui est beau aussi dans le mélodrame et tout ça, c'est qu'il crée le tableau en nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si c'était lui qui dessinerait une porte et puis pour pouvoir l'ouvrir et qu'il y ait un tableau, quoi. Donc effectivement, il est beaucoup plus actif dans sa recherche du tableau que simplement si ça avait été filmé, voilà, passivement.
c'est des idées de mise en scène que je trouve assez... mais qui étaient déjà là sur le paquebot. Hein, parce que tous ces jeux, par exemple, le premier baiser, c'est génial. La façon dont la première fois dont ils s'embrassent et qui est encore en lien avec la verticalité et qui est voilà, les têtes hors champ. Donc, en plus, c'est un jeu amusant avec le code Hays, qui existe encore à l'époque, même si on s'en fout, on a le droit de s'embrasser à l'écran, mais c'est long, hein. Il est long celui-là, hein. Il reste... Hein, donc vous savez que c'était... Je vous avais déjà dit ça pour Ninotchka, entre autres, mais que c'était compté les secondes des baisers avec le code de production à Hollywood. Ben là, voilà, de toute façon, il pourrait rester 1 minute entière, puisque c'est hors champ, les têtes sont hors champ. C'est génial d'avoir utilisé l'espace du bateau comme ça, avec Ninotchka, ils le refont à plusieurs reprises, mais de façon courte, donc c'est encore plus subtil. Donc soit on casse le temps, on fait un petit bisou, puis un autre, et puis voilà, pour faire un long baiser interrompu, comme dans Les Enchaînés d'Hitchcock, je vous en avais parlé, soit on casse l'espace, hein, c'est-à-dire qu'on utilise toutes les possibilités du hors-champ, et tout ça fait partie du travail sur l'espace dans le bateau, qui est vraiment extraordinaire, quoi. Donc le plan divisé dont je vous ai parlé, ou bien les hublots. Mais vous parlez justement du baiser avec Cary Grant, enfin, hors champ, il dure longtemps, mais justement, dans tout le film, le seul, entre guillemets, vrai baiser qu'elle fait, c'est à son ex-amant, enfin, son meilleur ami, au final. Parce qu'après, c'est juste sur le bateau, et après, ce sont des étreintes ou juste des petits bisous, mais il n'y a pas de baiser langoureux, en fait, dans le film avec Cary Grant, si ce n'est celui hors champ. Oui, bah alors pendant toute la durée sur le bateau, c'est important pour McCarey, alors vous allez me dire c'est encore un conservateur, mais en tout cas c'est important qu'il n'y ait pas d'adultère. Hein, puisqu'ils sont as good as married, hein, même s'ils ne sont pas mariés, ils sont quand même trop engagés avec l'autre pour que, en gros, s'ils couchaient sur le bateau, bien sûr on ne le verrait pas, mais si on avait compris par une ellipse qu'ils avaient couché sur le bateau, ce ne serait pas pareil pour lui. Et donc il n'y aurait pas les 6 mois, enfin c'est tout ça, c'est aussi ça, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'idéalisation de l'amour qui doit être assez important, mais vous remarquerez que le film, et c'est aussi ce que dit la grand-mère, n'est pas seulement dans cet idéal du grand amour élevé près du paradis. Il dit aussi non, l'amour ça se vit physiquement, ça se vit dans l'argent aussi, tout le rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler. Donc les 6 mois, c'est aussi un temps pour changer de vie vraiment au niveau matériel. Donc c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est-à-dire c'est pas seulement le romantisme de l'amour, c'est que le romantisme passe par quelque chose de très physique, et quand le corps choit, hein, comme c'est le cas avec elle quand elle a son accident, ça peut pas marcher non plus. Juste pour revenir sur ce que disait la dame tout à l'heure, sur le doute, sur comment va se finir l'histoire, rien que le titre en anglais nous fait douter déjà. Parce que an affair to remember, c'est bien ça. On peut se douter que s'il faut se souvenir de cette histoire, c'est qu'elle n'existe plus. Donc, oui, il y a beaucoup jusqu'avant le tableau à la fin, c'est... Il y a beaucoup d'indices dans le film qui nous donnent l'impression que ça va être une petite vignette dans leur vie. Et c'est devenu un peu la mode. Je ne sais pas si vous avez vu La La Land, on en parlera peut-être à la prochaine saison, mais c'est un peu c'est-à-dire cette idée qu'il vaut mieux montrer un amour qui finalement ne s'accomplit pas parce que c'est plus vrai. Disons, de notre... On va toucher peut-être un auditoire malheureusement plus large si on est dans cette nostalgie. Alors au contraire, moi c'est pour ça qu'on a fait ce cycle en fait, c'est pour dire que c'est possible. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je trouve plus audacieux, si vous voulez, les happy end ou happy endings, comme on dit en anglais, qui font le travail de nous rendre ce happy end, ou peut-être même s'il est plus ambigu, mais peu importe, quelque chose est encore possible, plutôt que de dire, non, en réalité, souvent, on vit un grand amour, puis ensuite, la vie nous sépare, et voilà. Donc, je trouve ça justement beau qu'ils travaillent... effectivement, il y a tous ces obstacles, donc qui sont des obstacles classiques de récit, mais il faut que ce soit jusqu'aux dernières minutes de la dernière scène, quoi. Et même y compris dans cette réplique, si tu peux peindre, je peux marcher, on ne sait pas du tout si elle marchera. C'est à plusieurs niveaux cette phrase, donc impossible de savoir. C'est un vrai récit initiatique amoureux, parce qu'effectivement, ces 6 mois, c'est aussi apprendre vraiment à quel point on est amoureux de l'autre, on y tient, et tout ce qu'on peut faire pour réaliser cet amour-là, ce couple, cette histoire.
c'est ce qui est intéressant, c'est que ces 6 mois, et même plus finalement, c'est un travail, comme vous dites, ils vont changer tous les deux de niveau de vie, ils vont tout remettre en question et ils vont aller jusqu'au bout. Alors même si la fin, bon... Oui, cette initiation, il me semble que ce qui est beau, c'est que je disais, il y a tout un travail en parallèle, hein, puisque une fois qu'ils descendent du bateau, on a leur vie en parallèle. Donc ça reprend cette idée de la symétrie spatiale qu'on voyait sur le bateau, mais dans le temps. Bon, effectivement, donc lui, elle et lui, bon, voilà, ok. Mais en même temps, je trouve que l'initiation, elle est quand même pas tout à fait pareille pour lui et pour elle. Et c'est assez bien montré dans la façon dont son initiation à lui est montrée. Ce que je veux dire, c'est que, vous vous souvenez, en fait, lui, il est associé au spectaculaire, au spectacle. Et il y a énormément de scènes dans lesquelles, parce que lui est là, on a un auditoire, on a le public, c'est-à-dire nous, quelque part, qui est représenté. La scène du restaurant dos à dos étant évidemment la plus drôle, mais où on est presque mal à l'aise, et là encore dans le travail de la durée. C'est-à-dire qu'on voit les gens qui rient, mais on ne voit pas ça qu'une fois ou deux fois. Il y a vraiment plusieurs plans sur eux en train de rire et de continuer à rire, parce que c'est vraiment comme un petit court-métrage burlesque à l'intérieur du film. C'est-à-dire, il ramasse sa pochette quand elle est partie. En fait, le serveur prend aussi l'étui à cigarette alors que c'était à lui et le rend à la dame, etc. Et donc, là, on a comme un tout petit... Et tout à coup, nous aussi, en tant que spectateurs, on se voit quelque part représentés, même si c'est critique par rapport à ces moqueurs qui n'ont rien compris, quelque part, qui voient le mal partout, qui voit l'adultère alors que justement c'est peut-être le grand amour, voilà. Mais en tout cas, lui est toujours associé à une situation de mise en spectacle, avec aussi toute cette scène incroyable il arrive juste du bateau, il passe à la télé en direct. C'est complètement dingue. Alors il y résiste, il dit vous pouvez répéter la question, etc. Mais quand même, et ça c'est une idée évidemment qui n'était pas dans le film de 1938, à savoir maintenant tout est télévisé. Donc, y compris l'histoire d'amour qu'on est en train de vous raconter, elle va être télévisée, et c'est assez génial d'avoir mis Terry en train de comment est-ce qu'elle va avouer à son compagnon via ce médium assez, on pourrait dire assez critiqué dans le film, mais en même temps qui a presque la même fonction, une fonction similaire à celui de la grand-mère, à savoir quand même d'être de transmission. Quelque chose se dit grâce à la présence de cette émission débile de télé-réalité dans le poste. Elle n'a pas besoin d'en dire tellement plus, et le type comprend, même si c'est sous une forme dégradée et drôle. Mais c'est ça aussi qui est très, très fin, c'est que, vous vous souvenez, son compagnon, il rit pendant qu'il regarde le show avec Nikki. Hein, et c'est au moment où il rit, et puis voilà. Et donc ce passage du rire à la déconfiture, c'est aussi le mouvement du film. Enfin, en tout cas, c'est vraiment tout ce qui intéresse McCarey, c'est toute cette modulation-là. Capra fait ça parfois. Pour ceux qui connaissent ou qui sont venus voir New York, Miami, il y a aussi un moment, mais c'est plus furtif dans New York, Miami, où on était dans la comédie vraiment très, très rapide et très pleine d'esprit, très érotique aussi. Et puis, il se passe quelque chose d'autre. Et c'est le moment où ils sont dans l'hôtel et où il y a ce drap entre eux et où lui commence à raconter quel serait son idéal amoureux, et où elle, on sent de l'autre côté qu'elle est complètement touchée parce qu'elle voudrait être cet idéal. Là aussi, il y a un point comme ça de basculement dans un possible mélodrame, parce qu'on n'est jamais sûr que ça va. Mais là c'est beaucoup plus marqué, bien sûr, il va beaucoup plus loin dans le mélodrame, j'allais dire flamboyant, parce qu'il y a aussi cette utilisation de la couleur. Est-ce que vous voulez voir un morceau que je vous ai apporté, si c'est de celui de 1938 alors, est-ce que Benoît, c'est possible de... en fait, il n'y a pas de... Je ne vous ai pas trouvé un moment... J'aurais peut-être dû passer la fin. Bon, voilà. Je vous ai juste mis le moment où ils se rencontrent. C'est pas pour vous dire, regardez, c'est tellement différent. C'est pas ça. C'est juste peut-être le plaisir de voir d'autres acteurs jouer une scène que vous avez vue. Donc, oui. Les chants de chorale d'enfants sont pas sous-titrés. Ah, oui, on va en parler. D'accord. La copie est mauvaise, hein. Je m'en parle, madame.
Huh? Just a moment. Well, how do I know it's yours? Can you identify yourself? Well, I am Michel Lang. Oh, don't tell me you're the fellow. Yeah. Well, this is pretty personal. Can you tell me what it says? Well, it says, remembering a warm, beautiful night, the thunderstorm over Lake Como, and you. And you. It's you. Was it all right, huh? Suzanne? Do you think it'll ever take the place of baseball? I'm in trouble. Serious trouble. I could have told you playing around Lake Como, the poor thing. I must talk to someone. Well, I'm really not very good about that sort of thing. I talk a lot. I try to break myself of the You habit. have a nice face. Oh, you? I can trust you, can't I? Yes, I guess so. Come with me. But look, the captain has an honest face, too, and the person... I don't get for him. Shall we go to your cabin or mine? Mine. Well, maybe mine is closer. Mine is here. Oh, Not that I'm prudish, it's just that my mother told me never to enter a man's room in any month standing an eye. your mother must be a very beautiful woman. What's your name? Terry McKay. Terry McKay, and I'm traveling alone. That wasn't by any chance what was troubling you, was it? Yes. Oh, it's fine. I thought you liked it. You saved my life, you know. I was bored to tears. I haven't seen one attractive girl on this boat since we left. Can you imagine? 9 days like that? It's terrible. That's not for me. I should be bright. Should be beautiful and bubbling like pink champagne. I was scared. I said to myself, don't beautiful women travel anymore? Evidently not. Then I said, and it was all right. I was saved. I hope. See, Thank you. Have you been getting results with a line like that? Or would I be surprised? And if you were surprised, that would surprise me. It sounds like a nasty crack. I could make a few too if I felt like it. Sure you could. I know I can. That's what I said. I think I will. How's your fiancée? She's got a cold. Oh, that's too bad. Got it at Lake Como? No, she wasn't there. Oh, you mean the lady of the lake was not... That was our best friend. Oh. Chummy bunch. Yeah. Oh, this boat is going awfully fast. Only 8.5 days till we get in. Is there any reason why from now on it shouldn't be pink champagne? Don't tell me he's the fellow. He's all right. He's nice. Where is he now? Well, he's visiting his parents. He sends me on a buying trip every once in a while. You see, he's my boss, too. You don't think he would have brought pink champagne? Oh, no,
it's very touching, you and him. Very beautiful. I like that. Oh, good. He must be a very fascinating fellow. Well, you can just imagine how attractive he is when I can resist so charming a person as you. I think I'll go now. After all, I still have deck tennis and kino, and there is always shuffleboard. Don't tell me you're in that. Yes, I am. So if you don't mind, I think I'll take my pride for a walk. Unless by chance you care to have dinner with Oh, I'd love that. Oh, that would be very nice. Bon, on peut arrêter là. Il y a comme une sorte de bruit de fond. Bon, désolée, la copie n'est pas très bonne, mais effectivement, cette version-là n'est pas restaurée. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est quasiment le même texte. Hein. C'est assez frappant. Il n'a pas spécialement souhaité se corriger. Il aimait vraiment ce film de 38 et il l'a refait. Alors si, avec quand même, moi ce qui me frappe le plus dans la différence, à part le fait que Boyer est beaucoup moins à l'aise quand même que Cary Grant. Enfin, c'est moins pétillant. Ouais, il me semble qu'il est. Mais elles sont entre Irene Dunne et Deborah Kerr, elles sont toutes les deux très bonnes. Donc je sais pas. Enfin, moi je trouve que c'est une très très bonne actrice aussi, Irene Dunne. Donc il n'y a pas tant de différence que ça. Mais par contre, la façon dont ils sont filmés, alors au niveau visuel, indépendamment de la mauvaise qualité de la copie et aussi du noir et blanc, vous remarquerez que c'est extrêmement la frontalité des plans dans celui qu'on a vu, dans celui de 57. C'est-à-dire qu'il y a tout ce travail sur la symétrie, ça passe par exemple des plans à deux dans la cabine, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre, alors que là il y a une espèce de profondeur de champ qui est moins frappant visuellement. Je trouve que ce travail sur le côté très frontal, très symétrique, très dans la largeur, hein, parce que c'est ça, c'est parce qu'il y a ce format large qu'il peut faire tout ce travail, avec les deux hublots dans sa cabine à elle, les deux ronds comme deux gros yeux. C'est quelque chose qu'on a encore aujourd'hui chez certains metteurs en scène qui travaillent le plan large. Je pense à Wes Anderson, par exemple. Des gens qui sont comme ça, qui ont un œil très très plastique, très très plasticien, très visuel, et c'est assez frappant, voire assez novateur. Bon, on est à la fin des années 50, mais... Hitchcock a pas mal aussi innové, hein, déjà, dans cette... si vous vous souvenez du plan dans La mort aux trousses, donc 2 ans avant, et aussi avec Cary Grant, où il est à l'ONU et où il est piégé, on fait croire qu'il a tué quelqu'un. Ensuite, on a un plan de plongée totale sur lui, dans la cour de l'ONU à New York, mais on dirait un tableau abstrait. Et d'ailleurs, c'est une maquette. Donc déjà, dans les années 50, il y a pas mal ce travail un petit peu vers l'abstraction. C'est moins évident dans ce film-ci, mais quand on voit les deux, on se dit quand même que visuellement, c'est assez différent. Mais c'est vrai que les dialogues sont similaires. Voilà, moi je savais que vous passez ce morceau, c'est pas forcément propice à la discussion, mais je souhaite pas spécialement la prolonger. Vous avez juste évoqué la chanson. Moi, c'est plutôt une partie du film que je trouve un peu longue. C'est toutes les séquences avec le curé et les enfants. Oui, alors la chanson qui chante... Non, c'est pas sous-titré. Alors, il y a un petit boy scout dans ta tête, quelque chose comme ça. En fait, c'est une chanson où il y a toujours un petit bonhomme, un scout, hein, vraiment un bonhomme qui te dit quand tu as raison, qui te dit quand tu as tort, et il faut l'écouter. Donc c'est vraiment... et d'ailleurs, la petite dit conscience, hein, une conscience. Hein, tu as une conscience. Donc c'est toute une chanson sur le fait que dans sa tête, on peut soi-même s'éveiller à avoir une conscience. Ce qui peut tout à fait aller avec le fil initiatique, on pourrait dire, du film, puisque effectivement Nicky, c'est un peu le gamin qui a l'adolescent perpétuel. On peut dire ça. Mais c'est vrai que c'est un peu preachy et que ce truc de Jiminy Cricket, de la conscience, n'était peut-être pas nécessaire. Mais en même temps, il y a un enjeu moral dans le film. C'est quand même ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement est-ce qu'ils vont encore s'aimer, est-ce que leur amour va être suffisamment fort. C'est qu'ils ont tout le temps des choix à faire. Que vouloir vivre un amour, c'est faire des choix économiques, faire des choix quant à l'autre, celui avec qui on vivait, comment lui dire, que lui dire, ne pas le faire attendre. C'est ce qu'elle lui dit à un moment, mais non, si je t'attends, enfin bon, voilà. Tout ça, c'est quand même des questions éthiques
ou morale. Et ce qui est intéressant, contrairement au cinéma de Capra, qui a des similarités avec celui de Mac-Carré, c'est qu'il n'y a pas de méchant dans ce film-ci. C'est incroyable quand même. C'est-à-dire que les deux compagnons quand même malchanceux, qui se font un petit peu, comment on appelle ça, balader quand même, c'est-à-dire la riche héritière et le riche texan, finalement, ils comprennent. C'est comme s'ils s'effaçaient devant la force de l'amour. Alors bien sûr, c'est de bonne guerre, ils essayent. Et il y a cette scène assez osée où la riche héritière le rappelle quand il revient à nouveau en Europe de son aux États-Unis de son deuxième voyage d'Europe, et dit surtout ne prévois rien après le spectacle. Et elle se roule comme ça sensuellement sur le lit. Donc on a compris là le code Hayes. On prend un coup. Mais donc c'est de bonne guerre qu'ils essayent à chaque fois de se raccrocher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont jamais traités comme... c'est pas sur le mode de la jalousie ou de l'aspect possessif. Ça, je trouve ça assez fort aussi dans le film, et assez rare finalement au cinéma, qu'il n'y ait pas cette question de l'appropriation de la jalousie. On croit au début que ça va être ça. Au début, sur le bateau, c'est le frisson du possible adultère, les photos, est-ce que les photos vont être divulguées? Et en fait, Mac-Carré nous montre très bien, déplace très bien ça, avec la séquence à Villefranche, avec la grand-mère. On est à un autre niveau. Et d'ailleurs, ce que dit la chanson... alors, la chanson qui a été créée pour le film, qui est An Affair to Remember, c'est vraiment une chanson qui a été créée pour ce film et qui ensuite a été reprise par Sinatra, par Nat King Cole, qui a assez bien marché, mais qui dit que notre histoire d'amour reste une page arrachée au temps et à l'espace. Et c'est assez beau parce qu'au moment où ils le chantent, ils sont dans cet espace qui est un espace hors du temps, c'est-à-dire à la fois passé, à la fois de projection future possible pour leur couple, et à la fois, on pourrait dire, de mort, parce que la grand-mère... On sait qu'elle va mourir. Quand elle dit « je n'aime pas les sirènes de bateau », on sait que c'est des adieux définitifs. Qu'est-ce qu'elle leur transmet en leur montrant son émotion de la perte, des adieux? Je pense qu'elle leur transmet l'anticipation de leurs propres adieux. Et donc la conscience, là encore, que les choses ont... que cet amour a une valeur et qu'il faut en faire quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? D'abord, pour aller un peu dans le sens de ce qui a été dit avant, moi j'ai beaucoup aimé la scène chez la grand-mère, justement, à Villefranche. Et je trouve cette scène très belle, très émouvante, très simple. Et je trouve justement elle va dans le sens de ce qui est dans le film, mais en même temps, elle est hors temps du film, hors temps de la croisière, et en fait, elle touche à une vérité, à une simplicité. On voit l'amour naître, on voit tous les jeux des comédiens, tout ce qui se révèle. Effectivement, ça flirte avec la mièvrerie ou quoi, et pourtant, ça l'est jamais vraiment pour moi. Mais ça touche à l'authenticité de ce qui est dans la vie. C'est une très belle scène de cinéma, enfin pour moi. Et justement, elle montre aussi... après, on a justement la durée avec les 6 mois que justement l'amour et tout cela, c'est aussi des choses qui doivent prendre leur temps. Le temps me semble très important, justement. Et une autre question, sinon, que je me demandais, c'était au niveau du scénario. Est-ce que vraiment, du coup, tout est complètement repris par rapport à... Déjà, c'est très étrange, je trouve, de faire un auto-remake. Est-ce qu'il y a d'autres cas dans le cinéma? Et sinon, est-ce que c'est le même scénariste aussi? Et enfin, voilà, ça m'intriguait. Alors, l'auto-remake, ça existe, même si c'est rare. Et Hitchcock, par exemple, L'homme qui en savait trop, il y a un film de 34 et un film de 56. Donc oui, il y a des gens qui font des auto-remakes, mais c'est rare. Et surtout... c'est circonstanciel, tandis que là, c'est volontaire. En fait, il aimait son film, il aimait cette histoire, qui n'est pas une histoire de lui, qui est une histoire
des scénaristes, même s'il collaborait avec ces scénaristes. Et les scénaristes, c'est quand même Delmer Daves, qui est aussi un réalisateur, donc c'est pas rien. Et aussi, comment il s'appelle, Donald Stewart, qui a travaillé, j'avais noté avec qui il avait travaillé. Ah oui, il a été dialoguiste, donc pour les dialogues, c'est plutôt ce Donald Stewart, qui a été dialogué sur plein de bons films de Cukor. Voilà, on sent qu'il y a quand même des valeurs de production, comme on dit, qui font que le film arrive à cette hauteur aussi. Je dis valeurs de production parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le travail sur les costumes, les décors et tout ça. On en parle assez peu parce qu'un film, c'est pas un puzzle de tout ça, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui transcende tous ces chefs de poste. Mais c'est vrai qu'il y a tout cet aspect-là, y compris de décor. Et juste la séquence chez Janou, moi je trouve que là où on est flottant pendant un moment, c'est que c'est clairement un décor de studio. C'est-à-dire qu'on voit les stock shots sur le port de Villefranche, on voit que c'est vrai, ils n'ont pas recréé Villefranche, et puis ensuite on voit que c'est ce qu'on appelle une transparence derrière, avec le bateau, l'eau, la Méditerranée, et qu'on est complètement dans un décor de cinéma. Et du coup, il nous faut peut-être un temps pour nous accommoder à ça, avec ces gens qui parlent français, et dont on se demande toujours si c'est des acteurs qui sont d'origine française ou pas, et où il y a toujours voilà, ce flottement-là, mais je pense que ce flottement, comme vous dites, va aussi dans le sens du film. C'est-à-dire que tout à coup, on se dit « Ah, mais on n'est plus tout à fait dans le monde du film qui précédait. » quoi. Et ça y contribue. Donc parfois, l'artificialité est payante. C'est-à-dire arrive à une forme d'authenticité un peu paradoxale. Voilà. Mais le deuxième aspect, oui, sur la question du scénario, il est vraiment très proche, sauf qu'il est plus court, le film de 38, parce qu'il y a certaines scènes qui avaient été tournées même, donc qui étaient dans le scénario, des mêmes scénaristes, et qu'il n'avait pas mises, enfin qui n'avaient pas été gardées au montage. Et là, donc, le film est plus long. Le deuxième film est plus long. Et notamment, on le voit même dans la séquence que j'ai passée, il est à la fois plus frontal, le deuxième, celui qu'on vient de voir, et en même temps, il y a un usage non pas toujours des plans séquences, mais en tout cas des plans qui durent, avec la caméra qui se déplace. Donc on a un rythme plus lent dans ce deuxième. C'est aussi un rythme de la maturité pour le réalisateur. Lui-même, il a pris 20 ans dans la vue. Donc c'est vrai que son regard sur l'amour, sur l'âge, sur ce que c'est que faire la dernière chance d'avoir une famille, d'avoir... lui aussi, forcément, il amène ça. Mais il y a un critique qui avait écrit que c'était, je ne sais pas, que Deborah Kerr rendait la maturité sexy, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu un enjeu du film. Bon, elle a 36 ans comme actrice. Bon. Mais peu importe l'âge qu'elle a en tant qu'actrice. Ce qui importe, c'est qu'on voit bien qu'ils sont à un point semi-automnal. Et c'est vrai qu'il y a cette question de la maturité. En tout cas, c'est les mêmes scénaristes, mais il a réécrit avec eux. Donc le film n'est pas figé aussi dans son scénario de départ. Et vous remarquerez que, par exemple, quand il dit, dans la scène que j'ai repassée, donc dans le film de 38, quand Charles Boyer dit « I'll take my pride for a walk », je vais aller promener ma fierté, dans celui de 57, il dit « I'll take my ego for a walk ». Et donc on a quelque chose de beaucoup plus moderne avec l'ego. Depuis, la psychanalyse est rentrée dans les mœurs, c'est la vulgate, je vais aller promener mon ego. Et en même temps, c'est plus drôle. Donc il y a un travail aussi quand même il y a plus de sous-entendus et presque plus de sous-entendus sexuels aussi dans le détail, y compris dans la scène de la rencontre. Mais entre le télégramme et l'étui, c'est quand même la même notion, à savoir quelque chose d'intime qui a à voir avec la sexualité et qui révèle que ce type-là n'est pas fidèle. Donc c'est la même chose. Sauf qu'elle fait plus de petites remarques quand elle dit, Deborah Kerr, quand elle dit vous pourriez allumer votre cigarette avec ce qu'il y a écrit dans cet étui. Donc tellement c'est hot. Voilà. Donc il y a un peu plus de... Ça va plus vite dans celui de 38, c'est plus furtif, disons. Oui. Bah non. Kathleen Nesbitt. Non, c'était une actrice surtout de scène. Je crois qu'elle était anglaise au départ, mais comme beaucoup, je ne sais plus si elle a aussi tourné à Hollywood. Non.
Alors peut-être qu'elle avait des ascendances françaises, mais non, elle n'est pas... Mais c'est vrai que c'est ce genre de questions qu'on se pose, parce que très souvent à Hollywood, quelqu'un parle français avec un horrible accent vaguement espagnol ou italien qui n'a rien à voir. Là, je me suis demandé plusieurs fois si elle n'était pas doublée, en fait. Mais je ne sais pas. En revanche, Deborah Kerr est doublée quand elle chante par Marni Nixon, qui est la voix de Natalie Wood dans West Side Story, quand même. Et de Audrey Hepburn dans My Fair Lady. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on parle de My Fair Lady, il faudra vraiment le passer. Donc, et ça passe très bien, enfin, c'est très bien intégré au film. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu et restez. Et donc, 2 rendez-vous. Merci. 2 rendez-vous. Donc, le 15 mars, c'est notre prochain film de cette série qui sera The Apartment, La garçonnière de Billy Wilder. Et le 22 mars, ne manquez pas Indiscret, Indiscreet, de Stanley Donen, avec Cary Grant, pareil, sur ses vieux jours. J'exagère, vieux jours, mais et Ingrid Bergman. Très très beau film sur justement aussi les dernières chances amoureuses. C'est pour ça qu'on a voulu vous le montrer et restaurer. Donc assez rare, et c'est le film de lui-même que Stanley Donen préférait. Donc ne manquez pas Indiscreet. Merci.